qu'on avait une matrice donc, pour représenter cette relation qui va exister entre les inconnus, qui était dans le cas volumique creuse à une matrice qui va être dense dans le cas des équations intégrales. Donc ça veut dire que ça devient vite limitant de résoudre un système linéaire qui fait intervenir une matrice dense. D'ailleurs, dans votre boîte à outils pour résoudre un système linéaire, vous avez quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez vu en cours dans votre cursus jusqu'à présent pour résoudre un système linéaire? Il n'y a pas un chat là dans ce truc? Donc, qu'est-ce que vous avez vu en cours, au cours de votre cursus? Là, vous êtes en train de voir. Ah, je vois un truc qui clignote là-haut. Converser. Ah, npl.solve. Ah ouais, non, là, ça devient super technique. C'était, on a vu l'année dernière, on a vu analyse numérique. Ouais. En gros, c'était plusieurs méthodes, un peu l'introduction en méthode pour résoudre des systèmes linéaires. Ok. Cette année, encore une fois, on a revu avec grand système creux. Ouais. C'est un peu les mêmes méthodes, mais sur des matrices encore plus larges et creuses. Enfin, je pense que ce que vous avez vu, en fait, s'applique dans le dense. Hein. Enfin, vous avez vu... Alors, voilà. Ça se prête bien pour les matrices creuses, mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, Airbus, pour résoudre ces problèmes-là, utilise ce que vous avez vu pour les grands systèmes linéaires creux. Donc, si on va plus loin, vous avez vu quoi, donc, cette année, par exemple? Là, vous avez un grand système linéaire creux qui est non symétrique. Enfin, non hermitien. Il est complexe, non hermitien. Je crois qu'on a vu la méthode GMRS. Ouais. Vous croyez que vous l'avez vu ou... Ouais, on l'a vu. Ah, d'accord. Ok. Donc, vous pouvez faire du GMRS, effectivement. Sinon, quand gradient conjugué, si c'est... Ah, là, je suis pas hermitien. Ouais. Donc, gradient conjugué, c'est utilisable dans quel contexte? Pour quelles sont les propriétés dont vous avez besoin pour faire du gradient conjugué? Pour une matrice symétrique positive? Ouais. Ou bien hermitien défini positif. Ça marche aussi en complexe. Mais tout à fait. Donc ça, ce sont des méthodes dites itératives. Est-ce que vous avez entendu parler de méthodes dites directes? LU? Ouais. Alors c'est quoi LU? Enfin, décomposition LU d'une matrice. Ouais. Donc vous arrivez à écrire la matrice qu'on va appeler A sous la forme du produit d'une matrice triangulaire inférieure fois une triangulaire supérieure. Okay. Et ensuite, je résous deux systèmes. Le système associé à la matrice U et un système associé à la matrice L. Voilà. Et ça, c'est simple à faire. Pourquoi? Parce que la matrice, elle est symétrique. Enfin, non, triangulaire. Donc, voilà. Il suffit de remonter le dernier. Vous faites une descente, une remontée sur les facteurs que vous avez calculés. Donc, la factorisation LU, donc ça, c'est si ma matrice est symétrique, est-ce que je ne peux pas tirer parti de cette information supplémentaire? Est-ce que je fais encore une LU? Je peux faire un Cholesky? Non. Je ne sais pas combien vous êtes connectés là. Est-ce que c'est dommage qu'il n'y ait pas de système de vote? Alors, qui serait d'accord pour faire du Cholesky? Moi, du coup, comme c'est moi qui l'ai proposé. Ah oui, c'est vous qui l'avez proposé, donc les autres feraient également du Cholesky. Qui ne dit mot consent, hein. Bon. Là, du Cholesky, vous ne pouvez pas en faire. Parce que Cholesky, c'est également pour... c'est également... Cholesky, c'est pour résoudre des systèmes linéaires pour des matrices qui sont symétriques définies positives. Alors là, on n'est pas symétrique défini positif. On utilise Gauss, les pivots de Gauss. Ouais, tout à fait. Mais le pivot de Gauss, alors pivot de Gauss, c'est ce qui permet de faire la factorisation LU. D'accord? Parce que le pivot de Gauss, en fait, lorsque vous faites le pivot de Gauss, si vous le faites à la main, vous éliminez vos équations et en fait, vous êtes en train de triangulariser votre matrice.
D'accord. Et en fait, lorsque vous faites le pivot de Gauss, que vous triangularisez votre matrice, en fait, vous appliquez vos transformations sur le second membre, et donc implicitement, vous êtes en train d'appliquer le facteur L qui manque. Enfin, le facteur L de la factorisation L. Donc, pivot de Gauss, c'est la même chose. Enfin, ça conduit à la factorisation L. Alors, Cholesky, dans quel cadre on peut utiliser Cholesky? D'abord, est-ce que vous savez qui est Cholesky? Monsieur Lu, c'est pas Monsieur Belin. P fois P transposé. Ouais. Ouais. Si C est une matrice positive, symétrique et positive. Ouais. Je peux écrire ça sous forme d'un produit. Alors, je ne sais pas si on va voir. On va tenter les outils modernes. Oh là là. Je ne sais pas comment je fais pour avoir un stylet plus petit là. Vous voyez ce que j'écris là? Oui. Ouais. Ok. Ouais. Donc là, si j'ai A qui est alors c'est défini positif, pardon, je suis en train de me faire l'anglais. Je sais pas comment je fais pour régler ça. C'est un peu gros à mon goût. Ah, c'est là. Donc là, si je fais du... Ah. Si je suis en arithmétique réelle, d'accord, donc j'écris, ça c'est le produit d'une triangulaire inférieure par sa transposée. Donc ça c'est ce qui s'appelle Cholesky. Monsieur, oui. Je voulais vous demander, est-ce que vous allez nous envoyer vos notes aussi ou pas? Les supports de cours, oui, ce que je suis en train d'écrire là, non. Parce que je ne sais pas faire. Hein. Donc Cholesky, est-ce que vous savez qui est Monsieur Cholesky? Donc Monsieur Cholesky, qui a existé, est un polytechnicien qui s'est intéressé à de la topographie début des années 1900. Parce qu'à l'époque, comme vous le savez sans doute, quand on se tirait dessus d'une armée sur l'autre, c'était essentiellement la vieille parabole qui permettait de savoir où allaient être les points d'impact. Et donc il était important d'avoir des relevés topographiques pour savoir, pour pouvoir se battre sur des terrains de bataille. Et donc pour faire ces relevés topographiques, en fait, Cholesky avait besoin de résoudre des problèmes de moindre carré. Problème de moindre carré, ça vous parle? Oui. Oh, merde. Alors cette fois-ci, par contre, j'écris partout, mais c'est... Oh là là. Alors ces notations aussi matricielles, RF, donc ça c'est un vecteur de Rn, et puis A, ces notations matricielles, elles vous parlent là? A appartient à Rn de M croix N.
Donc ça, c'est une matrice avec M lignes et N colonnes. Ce que vous avez dû croiser sous cette forme-là, je crois, dans le sens. Ce sont les mêmes objets. OK. Donc, pour résoudre un problème de moindre carré, il a eu besoin de... Ah bah tiens, problème de moindre carré, vous avez quoi dans votre boîte à outils? Donc, pour résoudre des systèmes linéaires, vous avez les méthodes itératives type gradient conjugué et GMRES. Vous avez les méthodes dites directes de factorisation Cholesky ou factorisation LU. Et pour résoudre des problèmes de moindre carré. Les équations Factorisation QR. Pardon, je n'ai pas entendu. Oui. Factorisation QR. J'ai pas entendu encore. Vas-y. Il y a la factorisation QR, je pense. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas comment on efface sur ce bout, hein, mais effectivement, vous avez... Alors, comment faire pour effacer des choses là-dessus? Donc, vous avez facto QR. Ouais. Donc, vous avez facto QR. Alors, la facto QR, ça marche comment? Donc, j'écris, c'est ça. Donc, le produit d'une matrice Q et d'une matrice R. Donc, précédemment, j'avais une méthode directe qui était basée sur une décomposition de A sous la forme de matrices ayant des structures sympathiques par rapport au problème que je cherche à résoudre. Donc, c'est des structures sympathiques lorsqu'on cherche à résoudre un système linéaire. Ce sont soit des matrices diagonales, soit des matrices triangulaires. Là, je cherche à résoudre un problème de moindre carré. Donc, quelles sont les propriétés et structures sympathiques de la matrice Q et de la matrice R? Q est orthogonale et R est supérieure, c'est une matrice supérieure, triangulaire supérieure. Et elle appartient à quelle? Donc elle est triangulaire sup. Elle est là, dans cet espace, enfin dans les matrices carrées. C'est ça? Oui, c'est ça. Et donc elle est... C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors ça, c'est effectivement, ça c'est ce qui s'appelle la... Alors je suis en français, je peux en anglais, c'est la reduce QR. Ça, c'est la factorisation QR. Alors peut-être en français, on appelle ça factorisation économique, où effectivement, la matrice Q est juste avec des colonnes qui sont orthonormales, et la matrice R est juste carrée. En fait, vous avez aussi la factorisation QR full. Et cette fois-ci, vous allez écrire toujours A sous la forme QR. Mais celle-là, maintenant, elle va être carrée. Et celle-là, elle va avoir la même structure que A. D'accord? Et Q, maintenant, elle n'est plus à colonne orthonormale, mais Q est unitaire. C'est-à-dire que j'ai QTQ, qui est QQT, qui est l'identité. Et R, elle a cette structure-là. Enfin, elle a ces dimensions-là, donc avec M ligne. Et pourquoi j'écris en gros? Et N colonne. Vous la connaissez, cette facteur-là? La QR complète?
Je crois qu'on l'a pas vu. Ah. En fait, et ici, du coup, je vais peut-être me changer de couleur si j'ai vu qu'il y a des couleurs. Ça, la matrice R qui est là, c'est celle que vous avez générée ici. Quand vous prenez les factorisations Reduce QR. Alors l'avantage de la première sur la seconde, c'est qu'elle est dite économique. L'avantage de la deuxième sur la première, c'est que, peut-être que je ne vais pas vous le faire, mais elle vous permet d'avoir directement accès aux résidus du problème des moindres carrés sans avoir calculé à résoudre le système linéaire qui fait intervenir le facteur R. Et cette facto QR, alors ça, le facto QR, c'est une solution c'est une technique possible pour résoudre un système linéaire, pour résoudre un problème de moindre carré. Est-ce que vous avez vu d'autres choses? Est-ce qu'un truc qui s'appelle les équations normales, ça vous parle? Ouais, on l'a vu l'année dernière. Et alors, c'est quoi? Ça se dessine, les équations normales. Regardez, si vous cherchez à résoudre un problème de moindre carré dans le plan. D'accord? Donc ça, c'est essentiellement ce que je viens de dessiner là, c'est l'image de A. D'accord? On utilise une projection. Voilà. Et donc là, si le vecteur B, il est ici, en fait, vous cherchez dans l'image de A celui qui vous permet de minimiser le résidu. Donc là, le résidu, si je prends quelqu'un dans les... Si je prends ce représentant-là dans l'image de A, mon résidu, il va être ici. Ça, c'est B moins AX1. Si ça, c'est l'image pour X1. D'accord? Donc si je cherche celui qui minimise la norme de ce résidu, il est où? Si je veux un vecteur là, le vecteur en rouge qui soit le plus petit possible. C'est celui qui forme un angle droit avec l'image de A. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est celui tel que B-AX est orthogonal à l'image de A. D'accord? Donc ça, matriciellement, comment est-ce que je peux comment je peux écrire cette condition d'orthogonalité? Dire que le résidu est orthogonal à l'image de A, ça veut dire que si je prends la représentation matricielle de A dans une certaine base, eh bien ce résidu doit être orthogonal à chacun des vecteurs à l'image de chacun des vecteurs de la base. D'accord? Donc matriciellement, j'écris que B moins AX donc le résidu est orthogonal à l'image. D'accord? Et ça, c'est le 0 de Rn. D'accord? Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les équations normales. Parce que du coup, si vous développez ça, ça c'est équivalent à dire que A transposé AX égale A transposé B. Ah, mince. Et maintenant, donc ça c'est ce qui s'appelle les équations normales. Alors, A transposé A, c'est une matrice qui a quelle dimension? NN. Ouais, elle est carrée de taille n. Et du coup, cette matrice-là, elle est de façon assez triviale symétrique. En symétrique, je ne sais plus s'il y a un seul ou deux. Elle est symétrique.
Ça se voit assez facilement. Et est-ce qu'elle est définie positive? Une matrice définie positive, elle vérifie quoi? Quelle propriété là? X transposé, A transposé, A fois X est toujours supérieur à 0, strictement supérieur à 0. X est un vecteur dans Rn. C'est ça? Ouais. C'est la norme au carré de AX. Donc si A est de rang plein, ouais. Il est vérifié. Donc là, vous avez que effectivement, si A est de rang plein, ça marche. Et dire que A, alors A est une matrice qui a cette structure-là, qui a plus de lignes que de colonnes. Donc le rang de A, si A est de rang plein, il est égal à quoi? N. N. Ok, donc dire que A est de rang plein, ça veut dire qu'effectivement, j'ai modélisé mon problème en prenant des équations, enfin, ou des inconnues qui sont linéairement indépendantes. Donc si je ne suis pas de rang plein sur A, lorsque je résous un problème de moindre carré, ben souvent on peut questionner la modélisation qui a conduit à ce problème-là, parce que si on n'est pas de rang plein, ça veut dire qu'on a des inconnus qui sont liés. Et donc probablement le modèle est redondant. D'accord? Et donc pour revenir à Cholesky, ben, en fait Cholesky, ce qu'il a fait, c'est pour résoudre son problème de moindre carré de topographie, il avait un système donc, de moindre carré à résoudre. Il s'est ramené avec les équations normales à la résolution d'un système linéaire classique de plus petite taille. Et en fait, il a développé sa factorisation pour factoriser les équations normales. Et donc ça, c'est ce qui a plus tard donné le nom à la méthode qui s'est appelée méthode de factorisation de Cholesky. Alors pour la petite histoire, donc Cholesky, il a participé à la Première Guerre mondiale et il est mort quelques jours avant l'armistice sur le champ de bataille. Et en fait, ses travaux ont été révélés par un de ses collègues qui a repris ses notes et qui a publié ses méthodes. Alors, je vais essayer de plus partager. Comment je fais pour arrêter de partager ça? Voilà, hop, et je reviens sur... Donc ici, si je passe par les équations des équations intégrales, j'ai besoin de résoudre un système linéaire qui est dense, qui est de grande taille. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Airbus, pendant des années, jusqu'au début des années 2000, Airbus utilisait une factorisation LU pour résoudre ces systèmes linéaires-là. Au début des années 2000, il y a des méthodes numériques qui sont apparues, qui s'appellent les méthodes multipôles rapides, qui permettent d'avoir une approximation rapide de l'opérateur linéaire appliqué à un vecteur sans passer par la forme matricielle de l'opérateur linéaire. Et donc qui a permis de résoudre ces systèmes linéaires-là en utilisant des méthodes itératives type GEMRES en fait. Voilà. Donc ça c'est un premier exemple où on a besoin d'avoir recours à des maths appliquées pour faire la modélisation, à des maths appliquées pour choisir les bonnes méthodes numériques, et puis après à des maths appliquées aussi pour représenter la solution qui est un grand vecteur, pour la représenter sous la forme d'un objet coloré à la surface de... Donc ça c'est un premier exemple de situation dans laquelle on a recours à la simulation et au calcul intensif. Un deuxième exemple, c'est un exemple que vous consommez tous les jours. Alors là, vous voyez que là, c'est des images qui sont assez anciennes. Donc ça, c'est une situation donc, qui est simulation de prévision météo. D'accord. Donc là, on a les gens qui font de la météo en recours à de la simulation numérique essentiellement parce que il faut être en capacité de donner une prédiction avant que le phénomène soit observable. Et donc, on a recours à la simulation numérique pour faire ces prévisions. Ici, ce qui intervient dans la simulation, c'est aussi une EDP. Une EDP, c'est essentiellement d'une simulation mécanique des fluides sur un objet qui est simple en apparence, qui est une balle, puisque c'est la Terre.
Et puis la difficulté ici, c'est que c'est malgré tout une balle qui est assez grosse, une sphère qui est assez grosse, il va falloir discrétiser en 3D pour représenter les différentes couches de l'atmosphère. Il y a aussi des échanges importants qui se situent au niveau de la surface de la mer, donc il va falloir quand même un petit peu d'informations pour ce qui se passe au niveau de la surface des mers qui représente 80% de la surface du globe. Et puis là, de la difficulté supplémentaire, c'est que on simule ici un système dynamique et que les conditions initiales pour faire la prévision sont très importantes, avec une difficulté qui est qu'on ne connaît pas le site de conditions initiales en tous les sommets de la discrétisation. Donc là, les principales avancées en termes de prévision météo, elles sont liées là encore à des maths applis. Hein. C'est une discipline qui a été introduite par les météorologues, qui s'appelle l'assimilation de données, qui permet en fait de recaler les données modèles sur les données observées pour maximiser la probabilité de vraisemblance de la solution qui est calculée. Donc vous voyez à droite, à gauche, l'image satellite à l'époque, et à gauche, la prévision qui avait été faite la veille sur les ordinateurs de Météo France. Donc là, vous voyez que première observation, c'est que l'image, elle est plutôt floue. Enfin, la simulation donne une image qui est plutôt floue, qui lie au fait que la discrétisation n'était sans doute pas assez précise. Et bien la simulation n'est pas non plus parfaite, parce que vous voyez par exemple que le paquet de nuages qui était simulé, qui était au large de la Sardaigne, il se retrouvait plutôt au large des côtes africaines, et c'était un peu plus déplacé que ce qui était prévu. Voilà, donc depuis, vous avez pu constater que généralement les prévisions sont de bien meilleure qualité, et ça c'est lié à deux choses. Hein. Les ordinateurs ont grossi depuis 20 ans ou 30 ans, et du coup on a plus de capacité de traitement, mais la principale avancée, elle vient des maths applis qui sont impliquées, et ces techniques d'optimisation et d'assimilation de données qui ont permis de recaler les modèles sur les observations et la richesse aussi des observations, parce qu'aujourd'hui on arrive aussi à assimiler des données satellitaires. Une autre situation où on a recours au calcul haute performance, c'est la situation où on a des contraintes de coûts. Donc sur la partie gauche, là vous avez une simulation qui est simulation d'un avion. En l'occurrence, c'est un Falcon de chez Dassault. Donc ce qui est représenté à la surface de l'avion que vous devez voir, c'est les isopressions, je crois, de mémoire. Et ce que vous avez en noir, c'est juste la trace du maillage volumique autour de l'objet qui intéresse les avionneurs, donc qui consiste essentiellement à calculer les champs de vitesse et de pression à minima autour des objets qu'ils espèrent volants. Et vous voyez que parce que la majorité de la physique se développe proche de la paroi de l'objet de l'avion, on a besoin d'avoir un recours à des discrétisations de plus en plus fines lorsqu'on s'approche de la paroi de l'objet. Et ça, une fois de plus, c'est des simulations qui sont 3D, qui sont forcément coûteuses en termes de représentation des quantités physiques à représenter, puisque là on a un minima 5 variables par sommet de discrétisation, et sur une géométrie qui peut être très grande, parce que là c'est éventuellement un petit Falcon, mais les mêmes simulations sont faites aujourd'hui sur des avions qui voleront bientôt plus, qui étaient la 380 était simulée avant de faire son premier vol, évidemment. Donc ça c'est un premier domaine où on a recours intensivement à la simulation numérique, hein, pour des raisons de coût, parce que d'après vous, quel autre outil on pourrait utiliser pour avoir ces informations de type écoulement autour d'un objet? Il y en a une petite qui a été construite, je pense, juste derrière chez vous, là, à l'ISAE. Enfin, il me semble que c'est ça qui a été construit. Quel outil d'expérimentation peut-on utiliser pour faire de la mécanique des fluides? On peut construire des maquettes. Ouais. Et si vous mettez une maquette, ensuite, effectivement, vous avez besoin d'avoir recours à de la soufflerie. Sauf que faire fonctionner une soufflerie, c'est quelque chose qui coûte assez cher énergétiquement. Vous savez, une des dernières grosses souffleries en France, vous savez où elle est située? À Toulouse. Et
J'ai dit que c'est une petite. Faudra pas leur dire, mais elle est... Alors vous en avez une effectivement à l'Onera. Non, qui est pas le. Enfin, je pense pas que ce soit l'Onera, hein. C'est un super-héros. Hein. Je sais qu'ils en avaient une il y a quand même un moment, mais. Je pense qu'ils ça à l'Onera. Oui, à l'Onera. Oui, je pense qu'ils en ont toujours une, mais je pense pas qu'ils fassent rentrer un 380 dedans. Ah non, je pense pas non plus. La plus grosse équipe, je ne sais pas si elle est encore en activité, elle était à Modane. Donc Modane, c'est dans les Alpes. Et en fait, elle est dans les Alpes pas parce que l'air est pur, mais parce que elle était alimentée par la houille blanche pour la faire fonctionner. En fait, il y avait un barrage et une conduite forcée qui permettait de générer l'énergie nécessaire au fonctionnement de la soufflerie. Et faire fonctionner une soufflerie, c'est quelque chose qui est extrêmement onéreux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tous les avionneurs et tous les gens qui s'intéressent à la mécanique des fluides, compressibles ou pas, ont recours essentiellement à la simulation. Aujourd'hui, faire une simulation autour d'un Airbus dans certaines conditions de vol, c'est une simulation 3D qui passe dans la nuit sur les ordinateurs de chez Airbus. Mais ça, c'est les échelles de temps. Rendre industriel l'utilisation d'un outil numérique, ça veut dire être capable de faire la simulation en gros dans une nuit, de sorte que les ingénieurs qui s'intéressent au phénomène en question soient capables de lancer leurs calculs pendant la journée et de dépouiller les résultats de calcul le lendemain lorsqu'ils reviennent travailler. Et c'est pour ça qu'on a recours à la simulation dite intransible. Donc ça, c'est le premier exemple. Un deuxième exemple qui est issu d'un outil qui s'appelle PalmCrash d'une société de services française là, qui est ici. Eh bien, c'est le recours à la simulation numérique pour faire des simulations de crash. Vous savez qu'aujourd'hui, un des arguments de vente sur l'automobile, c'est plus la vitesse, mais c'est la sécurité. Et ça, faire des simulations, ça coûte moins cher qu'équiper une voiture avec tout un tas de capteurs pour savoir comment est-ce que l'énergie va être absorbée, puisque la vitesse va être transformée en énergie, enfin l'énergie cinétique va être transformée en déformation mécanique. Et donc, soit on équipe la voiture d'un certain nombre de capteurs pour essayer de comprendre ce qui s'y passe et où placer et quel matériau mettre, et on lance la voiture sur un mur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des tests dits destructifs. Vous voyez pourquoi ? Où on a recours à de la simulation numérique, où cette fois-ci la complexité, c'est pas tellement de mailler ce qui se passe autour de l'objet, mais ce qui se passe dans l'objet. Donc là, les équations, c'est essentiellement des équations de la mécanique du solide, avec la complexité qui vient du fait que sous le capot, et si vous avez un choc frontal, vous trouvez tout un tas d'objets qui sont constitués de matériaux très différents, et donc il faut être capable de représenter la physique et de représenter le détail de tous ces objets. Avec une complexité supplémentaire d'un point de vue de simulation qui est liée au fait qu'on a ici recours à des simulations sur des maillages dits mobiles. Il faut être capable de calculer la déformation de l'objet, donc du maillage associé, avec Vous m'entendez ? Oui, là c'est bon, de nouveau. Ok, désolé, j'ai été déconnecté, je sais pas pourquoi. Donc oui, d'autres domaines de la science où on a recours à la simulation numérique, c'est sur des problèmes de petite ou grande échelle. Donc aujourd'hui, un domaine dans lequel on utilise beaucoup la simulation numérique pour essayer de faire de
de la prédiction et peut-être un jour un peu de contrôle, c'est tout ce qui a trait au climat. Mais ça a aussi trait qui est lié, il y a les problèmes de pollution urbaine notamment. Et puis il y a les astrophysiciens qui cherchent à comprendre la création de planètes. Donc observer la création d'une planète, c'est quelque chose qui se passe sur des échelles de temps assez importantes, donc c'est difficile. Donc là, ce sont des domaines où les échelles sont très, très grandes, temps ou espace, et donc pour lesquels le recours à la simulation numérique est la seule alternative. Et puis de l'autre côté du spectre, vous avez tout ce qui est à des très petites échelles. Alors, ce qui est représenté ici parce que c'est une jolie couleur qui n'était pas très loin de celle à laquelle j'avais accès à l'époque où j'étais dans un labo, c'était des gens qui font de la combustion. Donc ça, ce qui est représenté ici, c'est un front de flamme. C'est comment est-ce que la flamme se développe. Alors l'intérêt que ça représente, c'est de comprendre comment est-ce que tous les composantes chimiques vont réagir avec l'objectif, en lien en pollution, avec la pollution, c'est de brûler le plus possible de carburant et rejeter le moins de cochonneries en fin de combustion. Et puis il y a un autre domaine, donc là vous êtes sans doute trop jeune pour l'avoir connu, mais qui est lié à tout ce qui est quantique et notamment l'armement nucléaire. Hein. Vous savez qu'il y a des traités qui ont été signés pour empêcher de faire des essais en grandeur réelle. Bon, il y a encore un pays qui visiblement le fait encore de temps en temps, mais sinon il y a des traités internationaux pour interdire ça. Pour autant, même s'il y a des traités de non-prolifération, il y a un certain nombre de pays qui possèdent cet armement. Et il est important pour tout le monde de s'assurer du vieillissement et de l'évolution dans le temps de ces armements-là. Donc, puisqu'on n'a plus recours à l'expérimentation dans les déserts ou dans les îlots du Pacifique, on a aujourd'hui recours à de la simulation numérique pour étudier à minima le vieillissement des armements qui existent pour éviter qu'ils sautent un jour de façon inattendue. Et puis aujourd'hui, de façon peut-être un peu plus positive, il y a tout ce qui a trait avec la recherche pharmacologique. Et en ce moment, il y a pas mal de calculs qui sont faits en lien aussi avec l'histoire de Covid, tout ce qui est chimie, pour essayer de comprendre le comportement et les déformations de certaines molécules qui seront en capacité à venir coincer et bloquer certains virus ou certaines autres formes de molécules. Donc ça, c'est des situations où on a recours à la simulation numérique parce que c'est sur des échelles qu'on peut difficilement représenter dans un laboratoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait bip, ça? Voilà. Donc si on devait schématiser un petit peu la façon dont on développe un outil numérique, hein, on part d'un système d'équation, on part d'un modèle physique. Une fois qu'on a son modèle physique, on le met en équation. Une fois qu'on a mis en équation, on a besoin de méthodes numériques pour résoudre les équations qu'on a réussi à exhiber. Donc ça veut dire qu'on va mettre en place des algorithmes de traitement. Ces algorithmes, on va en réaliser une implantation logicielle qui vont nous permettre, pour des jeux de données d'entrée, de produire des résultats. Et puis ces résultats, ils sont validés en faisant des comparaisons avec certaines données expérimentales dont on peut disposer et dont on dispose généralement. Donc ça, historiquement, c'était la façon dont on développait les outils de simulation numérique. Aujourd'hui, ce qui est amusant d'observer, c'est que en fait, il y a une certaine réciprocité dans ce développement, c'est-à-dire qu'il y a certaines expérimentations qui sont simulées avant d'être réellement mises en œuvre, parce que la réalisation d'expérimentations en laboratoire, c'est toujours très cher. Et si on veut positionner les capteurs pour observer les phénomènes physiques qui nous intéressent, souvent on a recours d'abord à une première simulation qui nous permet de nous assurer que la probabilité d'observer le phénomène qui nous intéresse se développe effectivement dans certaines régions de l'espace dans lequel ce phénomène s'intéresse. Et donc on commence par faire des simulations avant d'avoir recours à la réelle expérimentation. Donc ce que vous avez dû voir jusqu'à présent, c'est que dans votre cursus en tous les cas, c'est que la modélisation est une interaction forte avec les méthodes numériques et les algorithmes que vous avez utilisés. Et en fait, il y a un troisième acteur qui intervient là-dedans, qui est également l'architecture et le matériel qui va être utilisé pour faire les simulations numériques, et donc le logiciel qui va être utilisé. Alors un exemple assez
typique de tout ça, c'est donc lorsque vous vous intéressez à de la mécanique des fluides, les équations que vous résolvez sont dues à qui? Les équations qui gouvernent la mécanique des fluides? C'est pas Maxwell? Navier-Stokes. Oui, c'est Navier-Stokes. Donc Navier-Stokes, généralement, ce sont les équations qui sont utilisées pour faire la modélisation mécanique des fluides. Ça veut dire, lorsqu'on veut faire une simulation, avoir une très bonne représentation de la géométrie, ça veut dire résoudre des EDP sur des domaines de grande taille, c'est-à-dire des choses qui sont assez coûteuses en calcul. Et aujourd'hui, il y a des techniques alternatives qui sont utilisées, même si elles ne sont pas toujours complètement maîtrisées d'un point de vue théorique, qui s'appellent les méthodes basées sur du lattice Boltzmann. En fait, vous allez essayer de représenter le développement des trajectoires de particules dans le domaine qui vous intéresse. Et ce qui a fait que les méthodes basées sur ces approches lattice Boltzmann sont devenues très populaires, c'est qu'on n'a quasiment pas besoin de maillage pour faire ce genre de simulation, et donc on gagne énormément en termes de maillage, de coût de maillage, parce que le maillage, je vous en ai présenté un exemple, mais c'est souvent une partie très coûteuse dans le développement d'une méthode, c'est valider que le maillage est correct. Et l'autre intérêt, c'est que suivre des particules dans une géométrie 3D, c'est quelque chose qui est intrinsèquement parallèle, donc parce que la vie de chacune des particules est quasiment indépendante de la vie des autres particules, sauf lorsqu'elles sont amenées à se rentrer dedans. Donc d'un point de vue mise en œuvre dite parallèle, donc être en capacité à utiliser simultanément plusieurs ressources de calcul, ce sont des approches qui sont plus amenables à du calcul intensif sur les architectures modernes. Et ce qui justifie qu'aujourd'hui, Airbus continue à faire des simulations à base de Navier-Stokes, mais a également un outil de type lattice Boltzmann pour faire une partie de sa CFD. Et il y a un consortium français assez indépendant avec des motoristes, pas des motoristes, mais des constructeurs automobiles. Pardon. Donc juste pour vous montrer un petit exemple toujours d'une partie de ma vie ancienne. Donc ça c'est un exemple de simulation qui a été faite dans le cadre d'une collaboration entre le CERFAX, où il y a une équipe spécialisée dans la combustion et les schémas numériques pour la combustion. Vous retrouvez un autre acteur qui s'appelle IBM, donc vous avez peut-être entendu parler. Qui est un acteur qui était autrefois dans le monde informatique, constructeur informatique, qui a revendu une grosse partie de son portefeuille, une boîte qui s'appelle Lenovo, je crois. Donc c'est un constructeur informatique. Vous avez Turbomeca, alors je ne sais pas si ça s'appelle encore Turbomeca, d'accord, mais c'est une branche de Safran. Donc pourquoi Safran? Parce que ça c'est une chambre de combustion annulaire, et ça c'est ce qui constitue en fait une partie d'un réacteur qui va propulser soit un avion, soit un hélicoptère. Donc ça c'est, vous avez ici donc des spécialistes des méthodes numériques, CERFAX, des gens qui vont fournir la puissance de calcul qui est IBM, vous avez Turbomeca qui est l'utilisateur final, qui va être qui connaît la géométrie de ces objets, qui connaît les régimes de fonctionnement des moteurs qu'ils développent. Et puis le dernier acteur ici, qui est le CINES, alors que vous ne connaissez certainement pas, mais qui est en fait un centre de calcul universitaire qui est installé à Montpellier, qui en fait est l'hébergeur des grosses machines qui se servent pour faire ce type de simulation. Parce que une simulation de ce type-là consiste à simuler l'ignition de la flamme dans une chambre de réaction de combustion annuaire, ça nécessite énormément de puissance de calcul, et donc on ne peut pas le faire sur un portable. Et donc on a besoin d'une grosse machine, et la grosse machine, il faut être capable d'avoir les infrastructures d'accueil. Donc ce qui intéressait les gens ici, c'était de savoir s'ils allumaient la flamme. Alors je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais si vous créez une flamme sur un point d'allumage et que vous injectez du carburant et du comburant sur l'intégralité de la chambre de combustion, est-ce que la flamme va se développer sur l'intégralité du moteur? Et ça c'est pareil, c'est important pour des gens comme Safran de faire ce genre de simulation, parce qu'ils sont amenés à vendre des appareils type hélicoptère à des clients qui peuvent être situés un petit peu partout dans le monde. Et si vous vendez par exemple un hélicoptère à un client qui se trouve en Inde, il voudra faire démarrer son hélicoptère lorsqu'il est au bord de l'océan.
donc avec des conditions de température et pression qui sont plutôt classiques. Mais s'ils veulent faire du rescue en montagne dans l'Himalaya, ben, ils veulent aussi en capacité de faire redécoller éventuellement leur appareil dans des conditions de température et de pression qui sont vraiment différentes. Et donc être capable de simuler cette variété de conditions, mis à part avoir recours à la simulation numérique, il y a peu de façons d'avoir accès à ces points de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Hop. Ah ben, je pensais avoir une illustration de tout ça. Bon, tant pis. Donc, pour avoir les ordinateurs ou les calculateurs qui vont être utilisés pour la simulation, en fait, il y a une première classification qui avait été proposée il y a bien longtemps, mais qui se retrouve être revenue à la mode parce que l'informatique et l'histoire, c'est un éternel recommencement. Donc, en fait, c'est une proposition, c'était une taxonomie qui avait été proposée par Flynn, qui avait cherché à classifier les ordinateurs essentiellement en fonction du flot d'instructions, à savoir est-ce que l'ordinateur est capable de faire une instruction à un instant donné ou plusieurs instructions à un même instant. Donc si on est capable de faire plusieurs instructions, on va parler de calcul parallèle, donc faire des tâches indépendantes simultanément. Et puis ce qui l'intéressait, puisque ces instructions se font sur des données, eh bien, il cherchait à classifier aussi les ordinateurs en fonction du flot de données que l'ordinateur était capable de créer. Donc en fait, on avait une classification qui était essentiellement basée sur des flots d'instructions et des flots de données. Donc la première machine et la plus simple à laquelle on puisse construire à partir de ça, c'est une machine dite SISD, c'est-à-dire qui est capable de faire une instruction à un instant donné sur une seule donnée. Donc c'est essentiellement très macroscopiquement, c'est ce que fait votre ordinateur aujourd'hui lorsque vous faites du calcul dessus, et c'est en tous les cas comme ça que vous pensez votre développement algorithmique lorsque vous écrivez une méthode numérique. Vous dites, mon algorithme, à un instant donné, il va faire une opération sur des données qui sont soit des données statistiques, soit des données autres, mais algébriques. Et c'est comme ça que fonctionne macroscopiquement votre ordinateur. Sur cette base-là, vous pouvez aussi construire une machine qui va faire la même instruction sur plusieurs données. Donc ça, typiquement, ce sont des machines qui ont été introduites il y a une trentaine d'années, essentiellement pour faire du traitement d'image. Parce qu'une image, c'est rien d'autre qu'un ensemble de pixels. Donc, et les pixels, une image, c'est un tableau à 2 dimensions. Et lorsque vous faites un traitement d'image, vous allez faire la même opération sur chacun des pixels. Et donc, vous allez faire une même instruction sur des données multiples. Donc ça, c'était les machines dites SIMD. Et puis ce que vous pouvez faire également, c'est ce qui correspond aujourd'hui à la majorité des machines dites parallèles existantes, c'est faire du MIMD, c'est-à-dire plusieurs instructions, des instructions différentes sur des données différentes essentiellement. Donc ça, c'est essentiellement ce qui se passe sur des problèmes d'EDP dont on a parlé précédemment. Lorsqu'on a une EDP, l'objet principal qu'on manipule, c'est un maillage. Et si on veut exprimer des opérations indépendantes sur ce maillage-là, ce qu'on va généralement faire, c'est prendre le maillage, le découper en petits morceaux, en introduisant des interfaces artificielles lors de la découpe. Et ensuite, on va faire des opérations simultanément sur les différents morceaux de maillage qu'on va appeler des sous-domaines, en prêtant attention à ce qui va se passer sur les coupes qu'on a introduites pour maintenir la cohérence et le fait que la solution locale qu'on est en train de calculer correspond bien à la partie locale de la solution globale qui nous intéresse. Donc je ne sais pas quelle heure il est. Bon, il est 18h17, on va peut-être s'arrêter là. La semaine prochaine, on verra un petit peu quelles sont, là encore de façon assez macroscopique, quelles sont les composantes de base qui constituent aujourd'hui nos ordinateurs. Et puis on regardera un petit peu quelles sont les architectures des calculateurs qui sont aujourd'hui parmi les plus puissantes du monde. Peut-être juste avant de vous quitter, donc CPU, c'est un terme que vous connaissez, qui signifie... Bon, je vais peut-être finir, c'est là-dessus. Enfin, de toute façon, vous n'avez pas de déplacement pour rentrer chez vous, donc on va prendre 2 minutes de plus. Le temps de la mobilité. Donc, CPU, vous connaissez? C'est Central Processing Unit, je crois. Control Processing Unit. Donc, c'est en fait le chef d'orchestre du calculateur. Donc, ça, c'est le chef d'orchestre. Les opérations qui vont nous intéresser sont essentiellement des opérations flottantes. D'accord? Donc, en fait, l'unité fonctionnelle qui va réaliser ces traitements sur des nombres flottants,
C'est ce qui s'appelle le Floating Point Unit, FPU. Donc, oui, d'ailleurs, c'est peut-être un petit détail que j'ai omis. Vous savez qu'aujourd'hui, sur un ordinateur, on ne travaille pas sur des données qui sont... Enfin, on ne travaille plus sur soit K encore abélien. D'accord, quand on va travailler sur R ou sur les complexes, on ne travaille plus sur R et ou sur C, mais on travaille sur ce qu'on appelle des nombres flottants, qui sont en fait qu'un sous-ensemble des réels et des complexes. D'accord, ce qui va induire d'autres problématiques qui va être liées en fait au calcul en arithmétique finie. Et donc c'est les opérations que l'on va faire sur ces objets qui représentent nos réels, sont des opérations flottantes, donc ce qu'on appelle floating point operation, et donc on va mesurer la performance ou la vitesse de calcul d'un processeur ou d'un FPU en mesurant le nombre d'opérations flottantes que l'unité de traitement peut faire en une seconde. Donc ces puissances de calcul se mesurent en mégaflop, gigaflop, teraflop, pétaflop, hexaflop, zetaflop. Aujourd'hui, sur votre portable qui vous sert à suivre ce cours, est-ce que vous avez une idée de la puissance de calcul dont il dispose? Dans quel range ça se situe? Est-ce que c'est plus près du zetaflop ou du mégaflop? Dans les gigas, je pense. Donc, il y en a un qui parie sur le giga. Les autres? Pas d'idée? Oui, les CPU, c'est dans l'ordre de quelques gigas. Ouais. Donc aujourd'hui, effectivement, les CPU, c'est de l'ordre de quelques gigaflops par seconde, et on verra plus tard que ça, c'est essentiellement lié à la fréquence à laquelle la CPU opère. Donc ça, c'est en fait le moteur de votre calculateur, d'accord, qui va être en capacité de faire des opérations flottantes. Alors, les opérations flottantes, jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières années, on les mesurait essentiellement sur des opérations flottantes sur ce qu'on appelle des représentations 64 bits de nombres réels. Vous savez qu'il existe plusieurs représentations de nombres réels. Donc la première qui est la 64 bits. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? En informatique, on aime bien les puissances de 2, donc si on a du 64, on a aussi qui s'appelle précision double. On a aussi, historiquement, la première précision qui est arrivée chez les flottants était plutôt une représentation simple précision 32 bits. Et puis, avec l'émergence et puis le déploiement de l'IA un petit peu partout, qui n'a pas besoin d'outils de simulation très précis, en fait, on retrouve aujourd'hui encablé sur de nombreux processeurs, en fait, aussi de l'arithmétique 16 bits. Quoi. Donc, une arithmétique qui est quand même assez dégradée. Quoi. Là, celle dont on parle ici, c'est essentiellement celle qui est utilisée classiquement pour faire de la simulation numérique. Donc, c'est généralement des opérations flottantes sur des arithmétiques 64 bits. Donc, ça, c'est le moteur. L'essence, elle est stockée, ce sont les données sur lesquelles votre unité va travailler, c'est de la mémoire. Donc la mémoire, généralement, c'est de la RAM. Donc RAM, vous savez ce que ça veut dire? Random Access Memory. Voilà, donc ça c'est la mémoire vive, c'est la mémoire effectivement que vous allez pouvoir lire et écrire. Ces capacités, on les mesure en mégaoctets, donc mégabytes, gigabytes, terabytes. Aujourd'hui, on va sans doute, si on est très riche, on peut aller vers du pétabyte, mais il n'y a pas beaucoup de machines avec un pétabyte. Et puis maintenant, qu'est-ce qui me manque pour faire ma machine? Donc j'ai une unité de traitement, j'ai un endroit pour stocker mes données. Mais il me manque juste une petite autoroute pour emmener les données, se faire traiter sur le FPU et les résultats se faire réécrire en mémoire. Donc on a essentiellement ce qu'on peut appeler un réseau d'interconnexion qu'on représente juste avec un trait. Les performances des réseaux sont généralement mesurées en mégabits par seconde. Alors il y a deux raisons à ça, c'est que généralement les débits sont pas très importants, donc si on parle d'octets pour les données et mégabits pour le transfert, on gagne un facteur 8. Donc ça fait plus riche de parler en mégabits qu'en mégaoctets.
Et l'autre raison, c'est que généralement sur les réseaux transite effectivement la donnée, mais aussi de l'encodage supplémentaire qui permet d'assurer qu'on n'a rien perdu lors du transfert de la donnée sur le réseau. Et donc il y a un petit peu de données inutiles qui transitent. Et donc c'est pas que de la donnée utile, et donc on parle plutôt de débit en mégabits. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je vais donc, pour répondre à la question